C'est parti. Bien, bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre que tout le monde rentre progressivement et puis nous pourrons démarrer. Hop, voilà, je pense qu'on doit être à peu près bon sur les entrées. Donc bienvenue à tout le monde pour ce webinaire où l'on va parler adaptation dans les quartiers prioritaires. Alors on l'a nommé face au changement climatique, quelle stratégie d'adaptation dans les quartiers prioritaires? L'idée qu'on avait, c'était de vous présenter un petit peu des travaux qui ont été menés par les centres de ressources ou en partenariat avec les centres de ressources et qui ont discuté justement de l'état de nos connaissances sur les besoins d'adaptation au réchauffement climatique avec un petit linéaire qu'on vous présentera tout à l'heure. Et puis, on a le plaisir d'accueillir la Banque des territoires également pour l'ouverture de ce webinaire, puisque les différents travaux que nous menons sont soutenus, majoritairement, je ne sais pas dans tous les CRPV, mais largement soutenus par la Banque des territoires. Et donc, c'est un plaisir de Nicolas de vous avoir ici pour cette ouverture, car la Banque des territoires et plus largement la Caisse des dépôts est vraiment un acteur majeur sur les enjeux de transition écologique et c'est avec vous que nous progressons sur ce prisme particulier des quartiers prioritaires. Je vous laisse la parole. Merci Pierre-Édouard et bonjour à tous. Merci pour votre accueil et le plaisir est partagé, hein. Effectivement, la Banque des territoires est un acteur important de l'adaptation au changement climatique. Alors, moi, je me souviens, je suis pas dans la politique de la ville depuis si longtemps. Avant, j'ai eu un passé dans la transition écologique et la première COP à laquelle j'ai participé, c'était en 2011. Et en fait, le terme d'adaptation au changement climatique, à l'époque, c'était tabou. On parlait dans les couloirs, mais on n'avait pas le droit d'en parler, enfin, pas le droit, enfin, ça se faisait pas, quoi, d'en parler à la tribune, parce que globalement, si on parlait adaptation, ça voulait dire qu'on renonçait, qu'on croyait pas qu'on allait réussir à atténuer le changement climatique et à atteindre les objectifs qui étaient déjà à l'époque fixé à 2 degrés, hein, voire 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, on est en 2025, on est 10 ans après les accords de Paris. C'est la première année sans doute où on va dépasser ce 1,5 degré. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'a dépassé définitivement, mais en tout cas, je dirais cette cible-là, on savait depuis longtemps que ce serait très difficile, mais elle ne sera sans doute pas atteinte. Il reste une chance relativement faible de rester sous les 2 degrés. Elle existe, mais elle n'est pas majoritaire, parce que ça ne dépend pas que de nous. Et même nous, on a du mal, hein, on le voit bien dans la société. L'environnement, ça suffit. Puis l'environnement, c'est ce qui est le plus important. Puis la maison brûle, puis etc. Donc, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait naturel et normal de parler d'adaptation au changement climatique. Euh, en fait, aussi de manière très pragmatique, parce que les impacts du changement climatique, elles sont déjà sensibles pour tous les territoires, hein. Je ne vais pas revenir. Évidemment, il y a les questions Oui, je pense, oui, bonjour. voilà, de chaleur, de Ça va et problèmes de toi? submersion, de feux de forêt, d'inondations. Tous ces sujets-là, on le voit, sont déjà à l'œuvre de manière plus prononcée sur l'ensemble des territoires. Et nous, alors je vais prendre notre casquette cette fois-ci d'institution financière, hein, puisque la Caisse des dépôts est à la fois un établissement public et une institution financière, mais pour nous, gérer les risques, œuvrer pour le meilleur et se préparer au pire, entre guillemets, ça fait partie de nos modes d'action normaux. Donc, c'est pas, euh,
voilà, on n'a pas d'état d'âme à se dire on va faire le plus possible pour lutter contre le changement climatique, et la Caisse s'y est engagée de manière très très forte. Hein. On a dit qu'on mettrait 100 milliards dans les années entre 2021 et 2026. On va sans doute dépasser cette somme pour les territoires, mais ça ne nous empêche pas de devoir nous préparer pour s'adapter au changement climatique qui est déjà à l'œuvre. Alors là-dedans, il y a évidemment tout ce qui est... on a une politique publique d'adaptation au changement climatique. Il y a le PNAC 3, il y a un certain nombre de politiques publiques sur la transition écologique. Et donc, nous, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Alors, face à ces défis, bon, ça, on le sait maintenant, c'est encore assez nouveau je dirais, dans le monde de la transition écologique. Je pense que c'est bien connu maintenant dans le domaine de la politique de la ville. Les quartiers politiques de la ville sont en première ligne des effets du changement climatique. Ils sont plus vulnérables de par leur forme urbaine et de par la vulnérabilité socio-économique de ses habitants. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je ne voudrais pas en rester là. Il y a aussi, je pense, dans les quartiers politiques de la ville, une vraie capacité de résilience de la population. Je ne veux pas dire, parce que ça pourrait être mal pris si je disais simplement c'est des gens qui savent déjà que la vie est dure, mais en tout cas, ils savent qu'il y a des événements qui imprévisibles et qui peuvent fortement affecter leurs conditions de vie, qui peuvent arriver. Ça, ils le savent déjà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux armés pour y répondre, mais je pense que d'une certaine manière, la pédagogie de l'adaptation est peut-être, il y a peut-être des leviers plus simples à mettre en œuvre dans les QPV, et puis surtout les acteurs de la politique de la ville que vous êtes, que sont les associations, les pouvoirs publics, et même quelques acteurs privés, ont cette habitude de travailler de manière systémique, en réseau, en partenariat, et ça c'est extrêmement important parce que en fait, la question de ce qu'il faut mettre en œuvre pour préparer, pour s'adapter au changement climatique, c'est quelque chose qui est fondamentalement systémique. Alors, il y a différents types de solutions et de leviers, hein, mais je dirais que on parle beaucoup de la nature en ville, et c'est effectivement parce que c'est sans doute le sujet le plus visible, peut-être le plus nouveau par rapport à ce qui a pu se faire avant, même si je sais qu'il y en a qui le font depuis longtemps, et aussi parce que on vient de faire une grande consultation avec make.org sur la ville de demain, ce que les Français pensent de la ville de demain. Et ce qui fait le plus consensus parmi tous les Français qui vivent en ville, d'ailleurs dans les quartiers comme ailleurs, c'est on veut plus de nature en ville. Ils ne parlent pas d'adaptation, voilà, ils ne parlent pas de trame verte, enfin tous ces termes un peu techno, c'est pas leur truc, mais ils disent nous on veut plus d'arbres, on veut plus de nature en ville, et ça fait l'objet d'un consensus extrêmement puissant, et donc ça c'est un levier aussi sur lequel on peut s'appuyer. Donc on parle beaucoup de nature, mais il y a deux autres, il y a deux autres pans de l'action que je veux citer et qui montrent que c'est extrêmement systémique. C'est des besoins qui sont colossaux d'investissement pour à la fois pour l'adaptation de tout ce qui est finalement, on a parlé de nature, mais tout ce qui est l'artificiel, c'est-à-dire les bâtiments, les infrastructures et les réseaux. Alors, nous, on a estimé qu'il faudrait rajouter sur toute la France, hein, on n'a pas zoomé sur les QPV, mais entre 6 et 9 milliards d'euros supplémentaires par an pour adapter le parc existant de bâtiments, d'infrastructures, des réseaux routiers, électriques, ferrés, le réseau d'eau potable. On a développé un programme sur l'eau qui est extrêmement important. Enfin, ça fait des sommes considérables. Et dernier pan, en fait, pas le dernier, c'est le premier, c'est l'adaptation enfin, les hommes et les femmes, pour les populations, c'est la pédagogie, c'est l'adaptation des usages et la capacité qu'auront ces hommes et ces femmes à changer leurs habitudes, leur mode de vie, soit de manière permanente pour anticiper, soit lors de la survenue de crises climatiques. Et donc ces trois pans-là montrent que l'action
pour l'adaptation au changement climatique est fondamentalement systémique. Et d'ailleurs, je dirais même, je vais vous faire une confidence, au sein de la caisse, j'ai encore des collègues qui ont du mal à comprendre. Tout le monde se dit, ah bah tiens, sur quel objet il faut investir pour faire l'adaptation au changement climatique. Moi, j'ai tendance à leur dire, mais bah, en fait, ouais, il y a des objets, mais en fait, il faut investir partout. Ben, dès que vous faites des travaux, en fait, le vrai enjeu, c'est de lever la tête du guidon et de se dire, je ne fais pas des travaux juste pour remettre en état, je regarde à 2050, voire plus loin, hein, parce que bah, certains travaux, on les refait pour 30, 40, 50 ans. Maintenant, ça nous emmène au-delà de 2050. Et donc, il faut se projeter à cet horizon pour voir si les travaux qu'on fait de construction, de rénovation, de remise en état, ben, en fait, ils sont résilients à la situation climatique qu'on aura en 2050, en 2070, voire en 2100. Et donc ça suppose une capacité de projection, mais aussi une capacité de coordination, de croisement de différentes expertises sur lesquelles vous acteurs politiques de la ville, vous êtes déjà rodés. Donc ça, je pense que c'est un levier important sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors nous, cette question d'adaptation, comme je l'ai dit, je viens de le dire, on tourne un peu autour et puis bah, ça y est, maintenant on a trouvé la bonne solution. On s'est dit, bah, pour nous, c'est une priorité stratégique transversale. Donc elle va s'infuser dans toutes nos autres priorités, que ce soit sur l'eau, sur le logement, sur l'énergie, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'on va soutenir les différents territoires. Le petit message publicitaire, mais en fait, c'est un message, c'est surtout, bah, venez nous voir quand vous avez des projets ou des programmes territoriaux d'adaptation au changement climatique, parce qu'on a une offre en matière d'ingénierie, surtout, parce que bah, c'est compliqué, c'est systémique, donc c'est compliqué, d'outils pour l'aide à la décision, pour des plans stratégiques, pour des plans d'action. On va voir déjà qu'il y a des outils, hein, tout à l'heure, qui vont vous être présentés, qui montrent que ça existe déjà, hein. Il y a déjà des outils qui existent, mais l'ensemble des démarches doivent être territorialisées et s'adapter aux conditions spécifiques du territoire, de la région, du quartier. Donc pour ça, il y a beaucoup d'ingénierie et on a la capacité à vous soutenir dans ces exercices d'ingénierie et puis ensuite par nos outils habituels de prêts sur fonds d'épargne pour les bailleurs et les collectivités, les sociétés d'économie mixte, etc. Enfin tous les acteurs publics et parapublics des territoires. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez un challenge qui est le challenge du siècle, mais face à ce challenge, vous êtes équipé pour penser système et coopération. Je pense que l'enjeu principal, finalement, vous avez l'habitude de faire le lien entre le bâti et l'humain. Votre enjeu, c'est d'intégrer ce troisième pan qui est la nature, et non plus la nature uniquement comme un vecteur, je dirais, d'agrément d'activité ou d'innovation sociale, comme on peut le voir dans certains programmes qu'on peut soutenir, des quartiers fertiles, des quartiers résilients, mais aussi la nature comme apporteur de solutions écosystémiques, comme valeur en soi, hein, une valeur en soi, et comme condition d'habitabilité des quartiers de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette ouverture. Effectivement, on va parler nature, essayer d'aller plus loin que justement le verdissement des quartiers pour essayer de voir aussi comment elle peut nous aider justement à nous adapter face aux phénomènes qui nous attendent. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, je vais reprendre quelque peu. Le webinaire, il est organisé par le Réseau national des centres de ressources politiques de la ville que vous connaissez sans doute, ou vous connaissez peut-être au moins vos centres de ressources référents sur la politique de la ville. N'hésitez pas à aller sur notre site réseau-crpv.fr, je crois, ou .org. Vous le retrouvez sur les moteurs de recherche pour l'adresse exacte. Ce réseau, il est composé... c'est un réseau composé de des centres de ressources différents qui se situent plutôt en région, mais aussi à l'échelle départementale. Et on a souhaité aussi travailler ensemble pour proposer au niveau national des réflexions qu'on a menées chacun les uns les autres sur nos régions. C'est un petit peu ça le fil rouge qu'on se donne sur le réseau. Et puis sur l'axe transition écologique, vous avez peut-être déjà pu voir nos webinaires. On essaie
d'en organiser une, deux fois par an, justement pour faire le point au niveau national de toute notre recherche locale. C'est un petit peu l'objet qu'on s'est donné aussi aujourd'hui sur une thématique qu'on n'avait jamais abordée, effectivement, l'adaptation. Et ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour, mais qu'on ne l'avait pas encore saisi. Alors pourquoi cette fois-ci on s'est dit ben, c'est le moment d'aller voir ce qui se fait sur l'adaptation et comment travailler sur cette question parce que justement on a cette année, l'an dernier, travaillé sur ces questions dans quelques CRPV et ce qu'on voulait c'était bah, vous faire un état de nos réflexions sur le sujet. D'une première manière, on était plutôt sur le diagnostic préalable, c'est effectivement, on parle d'adaptation, mais qu'en est-il dans les quartiers? Quelle est la situation passée ou actuelle? Donc c'est plutôt avec un outil que Frédéric Frénard de Réseauville va nous présenter sur Adapt Canicule, qui est voilà une base de données, une cartographie des zones qui peuvent représenter des îlots de chaleur ou des points de vulnérabilité dans les quartiers, donc plutôt avec une vision très macro et des cartos qui sont disponibles pour les grandes aires urbaines. On a souhaité ensuite aller un petit peu plus finement sur les établissements scolaires avec un travail tout récent mené du côté de l'IREV, donc sur les Hauts-de-France pour essayer de savoir où en était le chemin sur la végétalisation des cours, des cours des écoles, sur les Hauts-de-France avec un axe particulier sur les quartiers prioritaires, et puis avec des éléments de discussion aussi sur les données, comme pour Adapt Canicule, quelles données on choisit, comment on arrive à identifier finement et prioriser ensuite les investissements à venir. Et justement, la question suivante, c'est une fois qu'on a identifié les vulnérabilités, comment on fait pour y répondre? Et là, c'est plutôt l'expérience qui s'est passée en région centre avec Benjamin Virelli qui nous présentera tout à l'heure avec l'Agence régionale de biodiversité, les travaux menés justement sur les solutions d'adaptation liées à la nature, qui donnent quelques solutions. Je suis sûr que vous en avez également d'autres. Donc évidemment, n'hésitez pas à alimenter nos réflexions dans le chat pendant tout le long de ce webinaire et puis à proposer des ressources, un site internet inspirant, toutes choses qui pourraient nous faire progresser sur ce sujet. Alors, je vous propose que l'on puisse débuter le webinaire avec les interventions en tant que telles, avec la première intervention pour Frédéric Frénard de Réseauville sur la région Pays de la Loire et Bretagne, sur les régions Pays de la Loire et Bretagne, et justement l'outil Adapt Canicule qui est disponible depuis maintenant quelques mois à votre disposition. Merci Pierre-Edouard. Je ne sais pas si l'écran s'affiche sur. Alors, l'écran s'affiche bien, En tout cas, le diaporama s'affiche le sur diaporama l'écran. s'affiche. Ouais, c'est bon? Ok. Bah, écoutez, bah, merci en tout cas les collègues des CRPV de nous avoir invités. On est ravis en tout cas de venir présenter nos travaux, en tout cas sur le volet transition également. Alors, je vais vous parler d'Adapt Canicule, mais avant d'arriver sur Adapt Canicule, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça, ça s'est mis en place, que c'est aussi assez singulier sur la région. Euh, en gros, les travaux, nous, ils se sont mis en place, mais de façon très progressive, parce que comme ça a été évoqué un petit peu en début d'intervention, le champ des transitions, il était assez foisonnant, et en fait, on avait eu, nous, à la fois du mal à entrer vraiment de façon très intégrative dans le sujet, et on n'était pas tout à fait vraiment satisfait de l'angle sur lequel on pouvait l'aborder, et puis, on a commencé à faire plusieurs travaux qui nous ont amené finalement à angler notre domaine d'intervention davantage sur les enjeux climatiques. Et quand on a commencé à y travailler, on s'est dit que plutôt que de travailler sur l'atténuation, c'était plutôt l'adaptation qu'on devait euh, poursuivre comme cheminement. Et en fait, tout notre travail s'est vraiment focalisé, nous, sur le champ de l'adaptation au changement climatique, avec avec une question, est-ce que finalement les quartiers populaires, les quartiers politiques de la ville sont plus vulnérables finalement aux effets du changement climatique? Donc ça s'est vraiment matérialisé à partir de 2022-2023 où on a lancé en fait un programme d'action avec quatre collectivités, Quimper, Angers, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon.
Ça s'appelait Labo Quartier en transition. Et l'objectif, c'était avant tout d'accompagner la montée en compétences de ces 4 collectivités sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, avec beaucoup de travail, d'interconnaissance entre direction, politique de la ville, transition, santé publique, espace vert, etc., pour vraiment croiser un peu leur domaine d'expertise et regarder en fait qu'est-ce qui joue à l'échelle des quartiers. Et à l'occasion en fait de ce travail Labo Quartier en transition, on avait voulu expérimenter un travail autour de la donnée qui a donné lieu par la suite à Adapt Canicule. Mais au démarrage, c'était vraiment un cas d'usage pour regarder finalement est-ce que les canicules sont plus prégnantes à l'échelle des quartiers. On l'avait fait sur un seul territoire, Saint-Nazaire. Et puis, ben, on a eu une très belle opportunité de rejoindre en fait un programme qui s'appelait euh, un programme du Commissariat général au développement durable qui s'appelle Ecolab et qui nous a permis d'accélérer notre solution. Et nous, en fait, qu'est-ce qui nous intéressait là-dedans? En fait, c'était vraiment de questionner la question des vulnérabilités des populations. Notre angle, il est populationnel, il n'est pas du tout lié aux infrastructures. Et c'était ça, en fait, notre enjeu de mise en dialogue avec les professionnels. C'est que on a beaucoup d'approches ingénieurs qui sont très bonnes, hein, d'ailleurs. Mais par contre, ces approches, elles sont souvent elles atteignent très peu, en fait, les enjeux que nous, on perçoit dans la politique de la ville et les enjeux plutôt liées aux situations de vie des populations. Donc nous, on s'est intéressé à ça. Donc juste pour vous rappeler en fait pourquoi c'est important d'y travailler, c'est qu'en fait avant qu'un aléa devienne un risque, en tout cas en lien avec les populations, il faut qu'il y ait une vulnérabilité. Et on s'aperçoit que les vulnérabilités socio-économiques, elles vont avoir lieu dans les territoires, mais à des espaces, à des endroits un petit peu différents. Et quand on vient zoomer en fait sur les quartiers populaires, on s'aperçoit qu'en fait leurs réalités viennent vraiment confronter en fait notre système en fait d'analyse et c'est important pour nous en fait de venir zoomer sur ces quartiers à la fois pour relever en fait des niveaux d'inégalité, donc, une petite matrice qui vous permet de comprendre en fait qu'est-ce qui joue réellement en fait à l'échelle des quartiers, que ce soit sur les conditions économiques en termes de capacité à agir ou de conditions de travail, sur la question des enjeux plutôt liés au milieu sanitaire, ou en tout cas à la dimension sanitaire des populations, santé, des populations ou des certaines prévalences par rapport à certaines maladies. La question du genre aussi, on voit que en croisant certaines inégalités, on va avoir des populations qui vont être beaucoup plus impactées, notamment les femmes, qui vont être les premières victimes, on va dire, du changement climatique. Des questions liées aux inégalités de responsabilité, la question de l'accès à l'environnement ou d'exposition à des environnements moins favorables, etc. Donc on voit qu'en fait, quand on regarde en fait la dimension quartier populaire, on va avoir une matrice qui va nous donner vraiment un regard sur une multitude de facteurs qui vont venir soit surexposer des populations ou exacerber des effets en fait sur le changement climatique. Je ne détaille pas vraiment plus que ça, mais en tout cas, c'est un peu dans cette idée-là en fait dans laquelle nous on souhaite travailler. Et du coup, je vous ai proposé une petite matrice en fait aussi pour aider en fait à mieux diagnostiquer en fait ces enjeux populationnels par rapport aux enjeux climatiques. Alors la matrice, elle vient d'Aurore Françolet, qui est de l'Université libre de Belgique, que j'ai un peu réadapté avec des composantes plutôt liées au quartier populaire, mais ça va vous permettre comme ça d'identifier finalement par rapport à un aléa climatique, en fait, l'exposition du territoire qui est concerné. Donc là, l'idée, c'est d'avoir de la donnée vraiment la plus fine possible, du coup, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas de rester à une maille EPCI, mais vraiment de venir zoomer en fait à l'échelon du carreau et du quartier. Et puis derrière, en fait, essayer de serrer en fait le type de vulnérabilité en tout cas, exacerber en tout cas ces territoires. Que ce soit sur l'exposition renforcée, donc par rapport au quartier, ce qu'on sait, c'est que la question d'urbanisme de dalles, les conditions de logement, il va y avoir des facteurs, en tout cas liés à l'urbanisme, qui vont vraiment surexposer ces populations, puis des sensibilités également intrinsèques des populations qui vont également être un facteur de vulnérabilité, le grand âge, la pauvreté, les conditions familiales, etc.
Et puis derrière, on va avoir aussi des capacités adaptatives moindres, je le disais un petit peu tout à l'heure, qui vont également freiner leur capacité à agir. Et en fait, c'est assez simple. En fait, on travaille dans des milieux où on a peu de prise en fait sur son environnement. En fait, on est locataire d'un logement HLM, par exemple. Ça va être compliqué en fait de faire des travaux soi-même pour pouvoir y accéder. Donc, on va être très tributaire finalement des institutions publiques par rapport à son environnement de vie. Ce que je trouvais intéressant aussi de rajouter, c'était les dimensions aussi un peu cachées de la pauvreté. En fait, qu'est-ce qui joue en fait quand on est pauvre et qu'on doit aussi faire face à ces situations? Il y a des très bonnes publications, revues qui vont traiter justement des conséquences un peu de la pauvreté sur notre capacité à agir. Je pense notamment à ATD Carbone qui fait des très bons travaux là-dessus et qui vont donner aussi des clés de compréhension sur sur la difficulté finalement de travailler sur ces sujets, quoi. Et derrière, en fait, l'idée, c'est aussi de regarder de quelle manière, en fait, on peut agir justement pour protéger ces populations, soit d'un point de vue social ou écologique. Donc voilà, c'est une première Alors, matrice, c'est vraiment Frédéric, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est possible de zoomer un petit peu sur ton diaporama? On l'a pas en plein écran. Et c'est vrai que comme le tableau est assez dense, on avait du mal à voir. Voilà. Merci beaucoup. voilà. Voilà. Je vais y revenir dans tous les cas avec la présentation d'Adap Canicule, mais voilà, c'est vraiment une matrice pour vraiment aider à la représentation des vulnérabilités socio-économiques, de la surexposition, et ça permet derrière de donner un outil pour les personnes qui vont travailler notamment sur les plans climat-énergie, mais aussi le volet transition de la politique de la ville, des contrats de ville, etc., quoi. Donc en fait, quand on regarde en fait tout ça, ce qu'on va avoir besoin en fait, c'est beaucoup de données, hein, finalement. On va avoir besoin de croiser beaucoup de données, à la fois de données de climatologie, des aléas climatiques, etc., mais des données en fait liées en fait au milieu de vie et aux conditions socio-économiques des populations. Et tout ça, en fait, ce qui est important pour nous, c'est aussi de venir de le questionner et de l'interroger avec l'expertise du geste des habitants, quoi, du coup, parce que, je reviendrai peut-être tout à l'heure dans les exemples, mais on peut parfois avoir des préjugés par rapport à des situations, en se disant, bah, il y a beaucoup d'espaces verts, par exemple, sur un quartier, il y a pas, le risque, il est minime, que du coup. Mais si on vient creuser, en fait, les questions sociales, l'accès véritable, en fait, aux espaces verts, les capacités aussi de mobilité, ben, on va pouvoir se rendre compte que finalement cet espace vert il est moins, moins, il est moins favorable qu'il n'y paraît. Donc voilà, ça, c'est important vraiment de questionner l'usage l'expertise du jeu des habitants, mais aussi derrière les solidarités, qu'est-ce qui joue aussi dans les pratiques informelles des populations. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la prise en compte des réalités cachées de la pauvreté, quoi. Donc, je disais tout à l'heure, on est parti vraiment du terrain pour travailler cette solution. Et en 2025, on a du coup développé une solution qui s'appelle l'Adapt Canicule. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de voir si l'outil répond réellement aux usages des collectivités, comment on peut le développer, en tout cas développer une V2. Et donc, pour ceux et celles qui sont déjà allés sur l'outil, vous avez pu déjà naviguer, mais en gros, on va retrouver dans Adapt Canicule une 130 agglomérations qui vont être couvertes. Il y a 10 indicateurs qui vont couvrir en fait les questions de vulnérabilité des populations. Il y a un espace ressources qu'on aimerait enrichir également par la suite. C'est gratuit, c'est open source aujourd'hui. Ça s'adresse à qui? Aux responsables des plans climat-énergie, aux responsables du plan local de santé, à la politique de la ville, au bureau des temps aussi pour aménager, par exemple, la ville sur la nuit, le jour, etc. Mais ça va s'adresser aussi à une multitude de professionnels qui vont être concernés par l'aménagement urbain ou la médiation sociale de façon générale. Et nous, en fait, il sert à quoi l'outil? Il sert avant tout à sensibiliser sur la question des différencier, en tout cas l'exposition et des vulnérabilités des populations. Et ça sert aussi de prédiagnostic pour identifier les secteurs les plus exposés, les plus sensibles. Et derrière, c'est un outil aussi qui vient nous aider à analyser, à adapter les solutions au bon niveau. Rapidement, alors je ne sais pas si je vais avoir trop le temps de tout expliquer, mais en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est construire plusieurs indicateurs qui vont nous donner d'un côté le type de vulnérabilité, donc vous voyez en fait sur une maille de 200, je vous dis ça parce que derrière on va faire une visite sur le site et comme ça vous allez comprendre un peu comment tout ça, ça joue.
On va avoir utilisé des données en fait plutôt socio-économiques à une maille de 200 mètres, donc c'est des carreaux de 200 par 200 et dans lequel on va retrouver plutôt les personnes âgées. On va retrouver des familles monoparentalité et un indicateur plutôt pour les 0-3 ans, la question de la pauvreté, les conditions de logement, euh, que ce soit collectif ou nombre de mètres carrés habitables par individu. Et puis on va également avoir un indicateur qui va nous donner en fait caractériser l'environnement s'il est favorable ou non par rapport à cette situation. Donc, pour construire cet indicateur, on a agrégé plusieurs données pour identifier le couvert arboré, donc tu as l'espace plutôt, les espaces verts, le couvert arboré, etc. Et puis on va aussi le caractériser par rapport à des lieux qui peuvent être des lieux de soins ou des lieux de repli ou des espaces publics qui peuvent apporter de la ressource ou de l'information. Et cet indicateur-là, on l'a jaugé aussi par rapport à un niveau de proximité. On a indiqué 300 mètres, en tout cas dans cet indicateur, pour aussi matérialiser les distances par rapport à des personnes qui peuvent être à mobilité réduite. 300 mètres, ça équivaut à 10 minutes pour une personne à mobilité réduite. Donc, par rapport à notre indicateur personnes âgées, ça permet d'identifier une distance, en tout cas, plus raisonnable, etc., quoi. Puis, je vais assez vite parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Je ne voudrais pas trop louper de choses. Donc, quand on va aller sur le site, vous allez retrouver tous ces indicateurs de cette façon-là. Donc, je ne sais pas si je peux zoomer. On va avoir ici un premier indicateur qui va nous donner le risque caniculaire. Donc, il est composé en fait de deux indicateurs, l'exposition à la chaleur et les vulnérabilités sociales. Donc, les vulnérabilités sociales, ce que je vous indiquais tout à l'heure, vous les retrouverez ici. Pauvreté, famille fragile, grand âge, logement. Et puis ici, vous allez avoir plutôt un indicateur d'environnement et de ressources avec ces données-là, du coup, lieu de soins, lieu frais, espace public, etc. Et ensuite, on a créé un autre indicateur qui vient accumuler le risque et l'environnement. Donc, vous allez retrouver ici. Donc, vous retrouverez en fait au travers de cet indicateur finalement les territoires qui vont être les plus exposés à la fois en termes d'exposition par rapport en termes de vulnérabilité et ceux qui vont avoir un environnement très dégradé, quoi. Donc, ça va vous donner une lecture par rapport à certains territoires. Donc, on va y aller dans 2 minutes. Tac, tac, tac. Voilà. Je me permets d'aller sur le site. Donc voilà, le site, il est assez simple. Euh, vous tapez votre recherche de territoire. Donc on va aller à Saint-Nazaire, parce que j'adore Saint-Nazaire. C'est un territoire avec lequel on a beaucoup travaillé justement sur la version 1. Donc voilà, quand je viens zoomer en fait sur le territoire, on va retrouver en fait les contours de chacun des QPV. Et donc, quand on vient zoomer en fait sur les carreaux, donc là, sur l'écran, ça va pas s'afficher, hein, mais en fait, normalement, vous avez un radar en fait qui vient vous donner en fait la situation par rapport à la vulnérabilité des populations. Est-ce que elle est plus liée au grand âge? Est-ce que c'est plus lié aux conditions de logement, etc. Donc, je vous invite à naviguer pour regarder un petit peu à quoi ça correspond. Donc, quand on est sur cette carte là, voilà, notre indicateur, il vient nous raconter finalement, bah oui, effectivement, sur ce carreau-là, il est très exposé à la chaleur. Donc là, je vois pas le niveau qui est concerné, mais je suppose que c'est très lié au grand âge et puis aux conditions de logement. Et de la même façon, vous allez pouvoir pré-identifier des secteurs qui vont peut-être vous porter attention, en tout cas sur ces situations plutôt liées au public. De la même façon, sur les questions d'environnement et de ressources, vous allez avoir la même approche, en tout cas. Vous naviguez sur les carreaux et en fonction de sa couleur, vous allez voir s'il est favorable ou défavorable. Et de la même façon, vous pouvez zoomer en fonction des lieux frais ou non, des lieux ressources qui vont être présents ou non sur le territoire. Donc c'est un outil qui sert de pré-diagnostic, quoi. Du coup, ça vient pas supplanter un diagnostic plus abouti, mais c'est un super outil pour mettre en dialogue, en tout cas, les différents partenaires. Alors, là, l'outil, il vient juste agréger les données, mais on est en capacité de sortir des diagnostics un peu plus fins avec des données beaucoup plus
plus lisible parce que là, du coup, vous n'avez pas les scores en fait de tous les carreaux par rapport au reste du territoire. Donc, ça va pas vous donner d'éléments vraiment plus précis en tout cas sur chacun des carreaux. Mais en tout cas, il est possible en tout cas pour nous de créer en fait des indicateurs beaucoup plus fins en tout cas par territoire et par maille géographique en tout cas pour donner en tout cas une vue plus précise des situations. Je vais me permettre de rebasculer sur la présentation pour vous redonner quelques éléments de complémentaires, en tout cas, à l'outil. Puis on pourra revenir aussi tout à l'heure. Peut-être juste une précision, deux précisions. Les données qu'on a utilisées pour la température au sol, c'est des données satellitaires. Donc, c'est des données qui vont être intéressante parce qu'on a une couverture géographique qui est complète. C'est un satellite américain. Par contre, en fait, l'écueil, c'est que c'est une température au sol. Ça vient pas donner en fait des réalités de climatologie urbaine. Donc, on va pas avoir derrière en fait c'est de la température de surface, on va dire. Donc, c'est un écueil en tout cas sur ce type de données qu'on aimerait en tout cas corriger à l'avenir. Et puis, les données qu'on a utilisées, c'est des données de 2022. C'était lié aux temporalités de l'étude, mais voilà. Donc, les données vont être un peu plus fortes, en tout cas sur les années, en tout cas où les canicules vont être un peu plus exacerbées. Donc là, les données que vous avez ici, c'est des données de 2022. Et en fait, on voit sur Saint-Nazaire, en fait, la température moyenne était d'environ 39, presque 40 degrés, quoi, du coup. Et en tout cas, par rapport à l'ensemble du territoire, le risque caniculaire, il était très, très élevé, quoi. Donc là, en le croisant avec les données socio-économiques. Ce que vous ne voyez pas, en tout cas, dans les cartos que je vous ai présentés, en fait, c'est comment, en fait, on peut aussi rendre plus visibles certains secteurs que d'autres, quoi, du coup. En fait, on a retravaillé, en fait, les cartographies pour isoler, en fait, quatre secteurs différents. Un premier qui va plutôt concerner, en fait, un territoire qui va être exposé avec de fortes chaleurs et avec un fort éloignement à des ressources. On a voulu faire ça, c'était aussi pour donner des pistes de solutions un peu plus précises du coup. Et donc, sur ces secteurs-là, en fait, l'idée, c'est plutôt de regarder les équipements publics, associatifs qui peuvent être peut-être plus présents, en tout cas, sur ce territoire, parce qu'ils apparaissent un peu manquants du coup. On va avoir une autre catégorie de secteurs qui vont plutôt concerner les familles vulnérables, donc avec des jeunes enfants ou des familles monoparentales et dans un environnement dégradé. Donc là, pareil, l'approche populationnelle va nous dire, bah, peut-être on peut regarder s'il y a des familles qui vont être plus isolées que d'autres, s'il y a des conditions un peu particulières à regarder par rapport à ces familles. Et l'environnement dégradé, bah, c'est essayer de regarder en fait quelle est la qualité des espaces verts, par exemple, à proximité. Et puis, troisième secteur, plutôt personnes âgées dans un environnement dégradé. Donc là, de la même façon, personnes âgées, bah, ça peut aussi venir questionner en fait leur isolement, la question des mobilités, etc. Et puis le quatrième secteur, c'est des îlots chaleur urbains très très marqués. Donc là, plutôt avoir un traitement, on va dire, lié à l'aménagement. En tout cas, donc voilà, ça c'est des données qu'on est en train de travailler aussi pour rendre plus lisibles ces différentes cartographies. Et puis, on est en train aussi de développer en fait de nouvelles fonctionnalités parce que le travail que je vous ai indiqué sur Adapt Canicule, il a été fait dans un programme d'accélération et en fait, on n'a pas eu le temps de développer tout ce qu'on aurait imaginé développer. Et nous, notre idée, c'était en fait d'offrir en fait à chacun des territoires des pages territoires qui leur permettent en fait de rentrer progressivement en fait sur leur territoire et de mesurer en fait leur degré d'exposition, leur type de vulnérabilité et décomposer finalement les vulnérabilités socio-économiques pour un peu les comparer aussi par rapport au reste du territoire et leur donner des indicateurs un peu plus précis. Et du coup, de pré-mâcher finalement ce travail de pré-diagnostic que aujourd'hui la solution ne permet pas. Enfin, dans la lecture, elle vient juste donner des secteurs prioritaires ou non, mais elle vient pas donner la donnée plus précise. Donc ça, c'est un développement qu'on aimerait voir se faire en 2026, des pages territoires qui permettraient à chacune des collectivités de télécharger son pré-diagnostic et de pouvoir
le mettre en discussion aussi avec ses parties prenantes, etc. Alors, C'est pas, je Frédéric, dirais- Oui, je tiens à te dire que le temps file un petit peu. ok, je peux, tu me dis combien il me reste et puis je termine. Une, 1 minute 30. Parfait, 1 minute 30. Voilà, les cartographies qui sont associées du coup aux différents éléments de la page territoire. Je vais vite du coup. Donc nous, qu'est-ce qu'on imagine, en tout cas, pourquoi c'est intéressant ce genre d'outil? C'est un outil qui peut être hyper intéressant pour utiliser vos démarches d'adaptation. Pour certains territoires, vous êtes certainement en train de revoir peut-être vos plans climat air énergie. Certains sont peut-être engagés dans des démarches TAC. En fait, l'idée, c'est vraiment de compléter finalement des outils qui sont existants et qui viennent pas en fait donner en fait la donnée à cette échelle-là et avec cet angle populationnel, donc avec des données plutôt infracommunales. Et à partir des éléments du pré-diagnostic, ça déjà te permet de sensibiliser les décideurs, les professionnels et les citoyens. On va avoir des contextes de renouvellement des exécutifs là prochainement, donc ça peut être aussi intéressant de venir leur apporter ce niveau d'information. Et puis l'idée, c'est aussi que cet outil vienne faciliter l'échange et le dialogue entre vos collectivités. Et puis bah, l'outil aujourd'hui, il est assez simple, donc c'est de bénéficier d'un outil plutôt frugal. Et nous, pour 2026, et je terminerai sur cette vignette, on souhaite vraiment construire à partir de cette première base un commun numérique avec et pour les collectivités et institutions publiques. L'idée, ce serait de construire un outil, un service mutualisé finalement avec une gouvernance qui nous permette aussi d'avoir un développement commun, en tout cas sur cet outil, soutenir le développement de nouvelles fonctionnalités, je l'indiquais, les fiches territoires, que ça puisse vous permettre aussi d'importer des données de vos territoires, générer des exports, etc. Et bénéficier en fait d'une communauté d'échanges entrepreneurs autour d'expériences, etc. Je vous remercie pour votre patience. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a eu quelques questions dans le chat, notamment sur Alors, si le diaporama pourra être mis dans le pot commun sur le site, Frédéric, ça ne pose pas de souci que ton diaporama soit diffusé. Et une question sur les données sur les Outre-mer. Oui, oui, c'était pas dans les données qu'on avait au moment où on l'a réalisé. Et comme je vous disais, on est parti vraiment d'une étude sur Saint-Nazaire qu'on a changé d'échelle en fait au travers d'un programme d'accélération. Et en fait, le temps était hyper contraint. Mais voilà, je pense que c'est des sujets qu'on peut mettre en discussion aussi pour la V2 sans souci, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le chat? Il y avait également une question dans le chat, Frédéric, c'était en lien avec la matrice que tu nous as présentée sur les différentes vulnérabilités. On nous demande si vous avez des ordres de grandeur du poids de chacune des vulnérabilités dans la matrice qui a été présentée, dans la mesure où les différentes matrices présentées ne font pas peser pareil sur les habitants et le territoire. Non, j'ai pas été jusque-là aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est le travail. C'est vraiment là, c'était vraiment un truc grossier pour vous donner un peu les idées générales de réflexion, etc. Après, je pense que les ordres de grandeur, en tout cas, ils viennent quand on vient composer avec les données, quoi. Finalement, c'est ce que je montrais plutôt après dans les, euh, dans les fiches territoires, etc. Ça, on peut avoir, on a ces données-là, quoi, du coup. Mais sur la matrice, elles apparaissent pas. Ok, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, sinon on peut continuer. Alors, une question, comment faire pour que les données de nos QPV soient intégrées? Alors, ben, je sais pas qui parle, mais en tout cas, si vous êtes une collectivité et vous souhaitez en tout cas nous aider en tout cas au développement de la V2, en fait, c'est un peu l'idée du commun numérique, c'est qu'on construise un outil mutualisé à plusieurs collectivités et que chacune puisse venir y intégrer des données de ces territoires, quoi, du coup. Merci Frédéric, pas d'autres questions? Alors, je vous propose que l'on passe à la suite avec Célia pour
l'IREV, donc le Centre de ressources politiques de la ville sur les Hauts-de-France, qui va vous proposer une présentation alors, d'un travail global mené par l'IREV sur ce qu'on appelle école en transition et plus particulièrement un zoom sur une étude exploratoire réalisée par la CET et en partenariat avec la Banque des Territoires et l'IREV sur les cours d'école végétalisés, les taux de cours d'école végétalisés sur les QPV des Hauts-de-France. Célia, je vais te laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, pour l'écran, c'est Ok, parfait. super, parfait. Donc effectivement, je vais vous présenter donc cette étude qui a été réalisée donc par le cabinet la CET, pilotée par l'IREV et donc financée par la Banque des Territoires. Donc une étude exploratoire sur les cours d'école végétalisées dans les QPV des Hauts-de-France. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter quelques éléments de contexte qui sont donc extraits du premier baromètre de la rénovation des écoles qui a récemment été publié par la Banque des Territoires et dans lequel on retrouve quelques éléments et chiffres clés. Donc notamment qu'environ aujourd'hui 1 million d'enfants et de jeunes sont scolarisés en région Hauts-de-France au sein de plus de 6 000 établissements scolaires. Donc des élèves et des bâtiments qui seront exposés à des vagues de chaleur 2,4 fois plus fréquentes d'ici 2030 par rapport à la période 1976-2005. Et c'est également des élèves qui sont scolarisés au sein d'un parc scolaire plutôt vieillissant, puisque aujourd'hui 80% des écoles primaires françaises ont plus de 50 ans. Néanmoins, il y a une réelle dynamique de rénovation qui est déjà engagée au sein des collectivités territoriales. Donc notamment, l'enquête qui a été menée dans le cadre de ce baromètre révèle que 9 sur 10 considèrent la rénovation comme une priorité politique du mandat actuel. Également, si la dynamique observée aujourd'hui se poursuit, eh bien, plus de 30% du parc scolaire pourrait s'engager dans une démarche de rénovation d'ici 2030 en France. Donc voilà, plutôt des résultats, des informations positives. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que la végétalisation et la désimperméabilisation de la cour d'école constituent la deuxième priorité d'intervention des collectivités, juste derrière les travaux d'isolation thermique et acoustique. Donc, il y a vraiment un réel enjeu à intervenir sur ces cours d'école. Donc, en effet, hein, ce sont des espaces essentiels pour le quotidien des élèves, hein, des lieux de respiration très importants. Néanmoins, ce sont des espaces qui sont souvent minéraux, peu végétalisés et présentant une faible diversité d'activités. Et donc, c'est pourquoi, dans un contexte de réchauffement climatique, d'accroissement de la pollution de l'air, mais aussi de perte de la biodiversité, eh bien, la végétalisation des cours d'école représente vraiment un levier d'action efficace et visible dans le cadre des stratégies communales. Et ce besoin de végétaliser assez massivement, eh bien, nécessite des données sur lesquelles s'appuyer pour guider l'action. Or, aujourd'hui, il n'existe pas de remontée automatique et unique euh, concernant cette végétalisation des établissements scolaires. Et donc, c'est vraiment dans ce sens que cette étude a été orientée. Et donc, ce travail, il a donc deux grands objectifs. Donc, le premier, ça a été d'objectiver la végétalisation des cours d'établissement en quartier prioritaire. Donc, il y a vraiment un travail de diagnostic qui a été réalisé. Et ensuite, l'idée, c'était d'aller plus loin et donc de mettre en relief la donnée afin de proposer des orientations de politique publique. Et donc, vraiment, la finalité de ce travail, c'est de disposer d'une analyse fine et cartographique de toutes les cours d'école en quartier prioritaire et de produire un outil d'aide à la décision pour guider l'action publique. Donc le cabinet qui a réalisé ce travail a mené notamment des entretiens avec différentes institutions, partenaires qui travaillent sur ces questions de végétalisation, donc à l'échelle régionale et nationale. Donc là, on a quelques éléments de définition qui sont ressortis de ces entretiens. Donc on a pu constater qu'il n'y a pas de définition, on va dire, commune en matière de cours d'école végétalisés. C'est un concept partagé, mais qui reste encore à stabiliser. Donc, il n'y a pas de référentiel unique. On a quand même des éléments récurrents qu'on retrouve auprès des différents partenaires, notamment, donc c'est une cour, bien entendu, qui est caractérisée par la présence d'éléments végétaux durables et diversifiés, et qui offre aussi des espaces d'ombrage aux élèves.
C'est également donc une cour qui est en partie désimperméabilisée et qui intègre une réflexion autour de la gestion durable des eaux pluviales. C'est aussi une cour qui a une dimension pédagogique, avec l'idée notamment de pouvoir faire classe dehors. Et enfin, il y a également une dimension inclusive, puisque l'idée, au-delà de simplement végétaliser, c'est aussi de repenser l'aménagement de la cour dans son ensemble, de repenser la manière dont sont réparties les activités, notamment à travers le prisme du genre. Euh, et donc, sur le territoire régional, on a déjà plusieurs projets pilotes inspirants et des collectivités un peu motrices sur ces questions-là. Notamment, on peut citer la ville de Lille, qui a déjà atteint son objectif de 100% de cours d'école végétalisés. Et donc, pour revenir un peu au cœur de l'étude, donc en présentant un peu la méthodologie qui était utilisée par le cabinet. Donc, le travail repose vraiment uniquement sur l'analyse géomatique. Donc, il n'y a pas eu de travail de terrain mené par les prestataires. Euh, donc, ils ont commencé par donc, géolocaliser tous les établissements scolaires situés dans les Hauts-de-France via des données disponibles sur le site de l'Éducation nationale. Ensuite, ils ont pu calculer les surfaces de chacune des cours d'école avec l'outil OpenStreetMap. Et ensuite, ils ont croisé donc, ces surfaces de cours d'école avec différentes couches, donc notamment les périmètres des quartiers prioritaires, mais aussi un isochrone à 5 et à 10 minutes à pied des parcs publics pour évaluer un peu la distance de la cour aux espaces verts. Et également, ils ont utilisé donc les zones climatiques locales, donc un outil qui a été développé par le CEREMA. J'y reviendrai juste après. Et donc, pour calculer un peu l'indicateur clé de cette étude, donc le taux de couverture végétalisée des cours d'école, eh bien, ils ont utilisé donc la base de données COSIA, donc qui date de 2021 et qui va être normalement prochainement actualisée, et qui permet donc de classer l'occupation du sol, et notamment d'identifier la part du sol donc arborée ou présentant de la végétation basse, donc pour calculer le taux de végétation global. Et donc ce taux de couverture, il a été calculé à l'échelle de chaque cours d'école, et a été représenté donc avec des cartes. Donc là, vous avez deux exemples d'écoles dans la région Hauts-de-France, avec du coup en orange la surface imperméable et en vert les surfaces végétalisées. Et donc, un des livrables de ce travail, donc ça a été la production d'un atlas cartographique à l'échelle de chaque commune en QPV des Hauts-de-France. Donc, un atlas qui présente en détail donc le taux de végétalisation de chaque cours d'école situé en QPV. Donc ça, c'était vraiment pour la partie diagnostic, état des lieux. Et donc, l'idée, c'était aussi donc, de construire un outil d'aide à la décision pour guider l'action publique sur ces questions de végétalisation. Donc, il a été décidé pour cela de mesurer finalement la vulnérabilité au changement climatique euh, à deux échelles. Donc, tout d'abord, la vulnérabilité de l'école en elle-même à l'échelle micro, et aussi d'élargir un peu l'analyse et de mesurer la vulnérabilité à l'échelle de la commune. Voilà. À noter que vraiment, c'est un travail donc à caractère exploratoire. Donc, la méthodologie est vraiment construite au fur et à mesure. Et les indicateurs qui ont été utilisés sont aussi expérimentaux. Donc voilà, c'est encore un travail qui peut faire l'objet de discussions, qui peut être modifié, qui peut évoluer en fonction des recommandations des différents acteurs qui s'intéressent à ce sujet. Et donc, pour mesurer la vulnérabilité tout d'abord à l'échelle de l'école, donc trois indicateurs ont été retenus. Donc, tout d'abord, l'indicateur principal, donc le taux de végétalisation des cours d'école, qui constitue le cœur de ce travail. Et donc, il a aussi été décidé donc, de retenir l'indicateur de proximité avec le parc public, avec là l'idée vraiment d'identifier les écoles qui disposent déjà d'espaces verts à proximité et notamment d'identifier ceux pour lesquels la cour d'école constituerait le principal point de contact avec la nature, qui pourrait être potentiellement le seul îlot de fraîcheur au sein du quartier. Et enfin, dernier indicateur, donc la catégorisation de la zone climatique locale, donc un outil qui permet de mesurer, on va dire, le niveau de sensibilité de l'école
à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc voilà pour la vulnérabilité au niveau de l'école. Et pour la commune, donc 4 indicateurs ont été retenus. Donc le premier, l'indice de développement humain, donc l'IDH, qui est décliné en région Hauts-de-France à l'échelle communale, donc qui permet de mesurer le niveau de développement de la commune sous 3 dimensions, hein, donc la santé, l'éducation et le niveau de vie des habitants. Également, donc, a été retenu l'indicateur récurrence des inondations et des sécheresses pour mesurer la vulnérabilité de la commune aux catastrophes naturelles. Ensuite, l'artificialisation des sols. Et enfin, les zones d'assainissement prioritaires. Donc ça, c'est un indicateur qui est calculé par l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui priorise son intervention sur certaines communes qui présentent voilà, des difficultés particulières en matière d'assainissement. Et donc tous ces indicateurs, tous ces éléments ont été compilés dans un grand fichier Excel, hein, donc là, dans lequel vous voyez un extrait. Donc en fait, on ne voit pas forcément très bien, mais chaque ligne du tableau représente donc un établissement scolaire des Hauts-de-France, avec un filtre pour identifier les écoles situées en QPV. Et donc chaque colonne représente un indicateur que je vous ai présenté juste avant, avec un code couleur qui permet de faciliter un peu l'analyse, donc avec en vert, hein, donc les indicateurs peu problématiques où il n'y a pas forcément d'attention particulière à porter. En orange, les cellules qui présentent des indicateurs, on va dire avec une priorité moyenne, modérée. Et en rouge, les indicateurs qui nécessitent une certaine attention et qui pourraient révéler donc des cours d'école sur lesquels il faudrait intervenir en priorité. Voilà. Et c'est un fichier qui a été décliné à l'échelle de chaque département des Hauts-de-France et aussi à l'échelle de chaque EPCI en politique de la ville pour faciliter sa prise en main et qu'il puisse servir à un maximum d'acteurs du territoire. Et donc là, le bureau d'études nous a fait aussi un peu des propositions d'analyse de ce tableau pour essayer justement d'identifier les établissements les plus prioritaires en termes d'intervention. Donc un peu une analyse en entonnoir. Donc là, on a un exemple avec différents indicateurs, mais il est tout à fait possible d'en choisir d'autres. Mais par exemple, pour démarrer, ne retenir que les communes présentant un IDH inférieur à 0,3. Dans ces communes-là, uniquement retenir les écoles avec un taux de végétalisation inférieur à 10%, puis celles à plus de 10 minutes dans un parc public, et enfin retenir uniquement les établissements fortement sensibles à l'îlot de chaleur urbain. Voilà, ça c'est une manière d'utiliser les indicateurs, mais il y en a plein d'autres, voilà, en fonction des priorités de chaque acteur. Et donc voilà pour cette étude. Et on voulait aussi préciser donc que ce travail s'inscrit dans une démarche un peu plus globale qui est menée actuellement à l'IREV, en partenariat aussi avec la Banque des Territoires, donc la démarche École en transition, et qui vise à promouvoir la rénovation du bâti scolaire dans les quartiers prioritaires. Donc actuellement, on accompagne voilà, quatre écoles du territoire lors de 4 journées de qualification, avec pour objectif de faire émerger un protocole de projet École en transition qui intègre les questions de rénovation du bâti, mais plus largement qui essaie aussi d'englober les différents enjeux de la transition écologique à l'école, notamment s'intéressant aux usages du bâtiment, à la végétalisation, à la mobilité douce, aux aménagements des abords. Donc voilà, une réflexion un peu plus large sur la question de transition écologique, avec pour objectif de soutenir l'attractivité des écoles en quartier prioritaire, de conforter le rôle des acteurs publics dans l'accompagnement aux transitions écologiques et aussi favoriser la mobilisation du droit commun disponible. Et voilà. Merci beaucoup Célia pour cette présentation. Alors je vous ai mis, on a sorti en même temps que ce cycle de qualification école en transition, un benchmark qui reprend alors des éléments sur l'adaptation, comme on l'a vu, des cours d'école, mais aussi d'autres éléments qui vont concerner plus largement les écoles en transition. Donc vous retrouverez tout sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vois une main qui s'est levée, vous pouvez prendre la parole directement. Oui, oui, merci. Juste pour vous dire, et je vais devoir vous quitter, je m'en excuse.
plus, mais avant de vous quitter, de vraiment remercier l'IREF pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir mener cette étude en partenariat. Vous savez que depuis quelques années maintenant, la Banque des territoires déploie un programme qui s'appelle EduRénov, hein, dont le nom indique bien l'objectif, hein. Il s'agit de rénover 10 000 de 50 000 écoles sur les territoires. Et c'est vrai que cette question, enfin, c'est un programme qui était initialement et qui est toujours très centré sur le bâti. On a vu arriver de plus en plus des demandes sur la renaturation des cours d'école que finalement on n'arrivait pas à adresser. Je vais vous dire, grâce à cette étude, notre offre d'accompagnement, elle va évoluer pour mieux intégrer ces questions-là. Alors, on ne pourra pas le faire tout seul, mais on va le faire avec des partenaires. Je crois que les annonces n'ont pas été faites, donc je fais un peu de teasing, mais voilà. Donc, merci à l'IREV. Et encore une fois, c'est les quartiers politiques de la ville qui montrent la voie et qui nous permettent d'adapter un dispositif national aux besoins de tous les territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Y a-t-il d'autres questions parmi les personnes présentes? Alors, vous pouvez passer soit par une main levée, soit directement par une question sur le chat si vous avez. C'est bon, c'était clair pour tout le monde. Eh bien, je vous propose que l'on puisse continuer avec la troisième intervention, cette fois-ci pour parler des solutions. Et les solutions, elles sont disponibles sur la région Centre-Val de Loire avec Benjamin Virelli qui va nous faire voilà ça, une présentation des outils disponibles de l'Agence régionale de la biodiversité et puis des solutions que vous pouvez apporter aux territoires qui ont identifié une volonté d'intervenir sur l'adaptation. Benjamin, je vous laisse la parole. Oui, merci. Normalement, le micro marche. Je suis en train de partager Le l'écran. micro marche, c'est parfait. Normalement, c'est bon. Vous devez voir. Et le diaporama va arriver, c'est parfait. Il Ok. est lancé. Parfait, merci. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir convié pour ce webinaire. Effectivement, ma présentation va plutôt être sur l'apport des ARB finalement dans les questions qui nous occupent aujourd'hui, donc l'accompagnement des quartiers prioritaires, mais plus globalement des collectivités. Et je vais commencer très rapidement par rappeler ce que sont les agences. Donc c'est des structures assez récentes parce que les premières datent de mi-2018. Et avec finalement une offre assez variée et disponible dans la plupart des régions maintenant. Donc on est un réseau de 11 agences aujourd'hui au niveau de la France, y compris Outre-mer. Ça se continue de se structurer, donc c'est des agences qui ont été créées à l'initiative des États, de l'État et des régions, d'où les démarches progressives d'une région à l'autre, avec cet objectif vraiment d'avoir un rôle d'animation et d'ingénierie auprès des acteurs de territoire, vraiment pour faciliter finalement l'émergence de projets, que ça soit des collectivités, mais aussi d'autres acteurs. Mais c'est vrai que la cible collectivité a été tout de suite l'une des premières cibles pour les agences régionales de la biodiversité. L'objectif de ces agences, on va avoir certaines compétences communes, mais d'autres spécificités aussi. Mais globalement, on est toutes armés pour le partage des enjeux et des solutions. Donc faire comprendre pourquoi la nature est importante, à la fois pour elle-même, mais aussi pour l'humain, notamment pour nous adapter face au changement climatique, j'y reviendrai. Et c'est d'être au plus près des acteurs, encore une fois, pour pouvoir, par le partage d'actions concrètes, de retours d'expérience, de mise en réseau, d'aide finalement à la formalisation de projets, aider au passage à l'action. 2025 a été la première année de structuration vraiment officielle du réseau des agences, avec notamment la publication en vue des municipales d'un outil, Ma commune demain. Donc c'est un fascicule, comme vous voyez, en 4 pages, avec vraiment des entrées autour des solutions fondées sur la nature pour aménager les territoires, avec 4 entrées thématiques qui ne sont pas forcément des entrées biodiversité au sens naturaliste, mais vraiment plutôt autour des compétences ou en tout cas des enjeux de territoire qu'on a évoqués depuis le début de ce webinaire, les enjeux autour de la santé des habitants, la sécurité, notamment face aux risques naturels, inondations pour n'en citer qu'un. Aussi pour l'attractivité des territoires, parce qu'un territoire dans lequel on peut vivre de manière plus agréable grâce à la nature
est un territoire attractif, y compris pour des activités économiques ou touristiques, et également la nature comme solution pour l'alimentation. Et donc, c'est un fascicule que vous pouvez retrouver sur les sites des différentes agences. On est plutôt bien référencé dans les moteurs de recherche, donc n'hésitez pas à regarder et à trouver l'agence de votre territoire. La suite de mon intervention, elle va surtout se concentrer sur l'agence Centre-Val de Loire. Je vous l'ai dit, il y a quelques spécificités dans chacune de ces agences. Chez nous, donc, c'est un établissement public créé en 2019 autour d'un collectif de 22 structures dont vous voyez les noms s'afficher ici. Sans les détailler, on retrouve les organismes d'État, les associations naturalistes, des collectivités, les usagers du secteur socio-économique. Et c'est vrai que dès la création de l'agence, l'objectif c'était de faire travailler tout le monde ensemble avec des objectifs communs. Ça a été évoqué un peu plus tôt dans les précédentes présentations, pour aussi compléter l'offre que portaient déjà les acteurs régionaux et venir compléter, renforcer des dynamiques existantes et non pas venir à la place d'eux. Et c'est vraiment cet objectif aussi de mettre la biodiversité au cœur de la société, je me répète, mais faire en sorte qu'on comprenne que y a pas, c'est pas qu'un enjeu de naturaliste ou d'expert de la biodiversité, c'est vraiment un enjeu pour tout le monde. Je m'expliquerai aussi pourquoi. Euh, Juste pour expliquer que ce n'est pas un service de l'État ni un service de la région, on n'a pas les polices de l'environnement, on est vraiment là comme un facilitateur. On n'est pas de la maîtrise d'ouvrage, on vient vraiment à l'émergence des projets et on n'est pas un financeur non plus, mais on peut orienter vers les financements, aider, voilà, encore une fois, à monter des projets. Et donc, en Centre-Val de Loire, on a notamment développé un centre de ressources, j'y reviendrai aussi, qui a cet objectif de mettre à disposition la matière autour des enjeux biodiversité, faire qu'on ait une seule entrée qui permette de voilà, relayer tout ce qui existe de tous les acteurs en région, voire du national aussi, leur donner de la visibilité. Toujours dans cette optique de sensibiliser aux enjeux, d'aider à l'émergence de projets et d'accompagner aussi les décideurs publics dans leurs politiques. On accompagne pas mal notamment les politiques autour des COP régionales de la planification écologique ou sur les stratégies régionales biodiversité, la nôtre venant d'être lancée pour être renouvelée. L'action de l'agence, elle va s'articuler autour de trois principaux axes. La connaissance, donc nous, on ne produit pas de connaissances, mais on va vraiment valoriser la connaissance dans cet enjeu de sensibilisation, de comprendre la biodiversité, arrêter de parler que des grands mammifères, on va dire, qu'on n'a pas forcément chez nous, comment dire, les éléphants, les ours polaires et autres, mais bien relocaliser les enjeux de biodiversité dans nos territoires, avec l'exemple de la loutre que vous voyez l'état des lieux de la biodiversité. Donc, il y a un outil qu'on publie tous les 5 ans qui est vraiment une photographie de la biodiversité régionale, voilà, pour comprendre où on en est en Centre-Val de Loire. Et on a aussi des publications d'outils très pragmatiques sur, par exemple, les essences, que ça soit ligneuses ou herbacées, en végétal local, à favoriser dans les projets de végétalisation. Et vous verrez que la végétalisation, c'est vraiment le cœur de notre action. Cette sensibilisation, elle va utiliser ces données de la connaissance pour aller vers les différents publics. Donc, on va avoir évidemment le portail de la biodiversité, qui est le centre de ressources que je présentais rapidement juste avant. Cet outil-là, il a vraiment comme objectif de donner à disposition, à connaître la biodiversité, à en comprendre les enjeux et à trouver de la ressource pour passer à l'action. C'est vraiment comme ça qu'il a été conçu. Et bien sûr, en tant qu'animation de réseau, on va avoir les journées d'échange, les webinaires, tout l'attirail, on va dire, qu'on retrouve très classiquement dans l'animation de réseau comme celui qui nous regroupe aujourd'hui. On va retrouver le troisième axe qui est autour de l'animation territoriale. Et là, c'est vraiment le passage à l'action qu'on va essayer d'accompagner au travers voilà, des dispositifs comme territoire ou entreprise engagée pour la nature. Tout un sujet autour des solutions fondées sur la nature aussi, où là, c'est l'idée de faire comprendre qu'il ne faut pas se combattre la nature, mais il faut l'utiliser pour nous adapter au changement climatique notamment. Et ça rejoint les deux présentations précédentes où on va mettre en avant les outils développés par l'ADEME, par le CEREMA, par chez nous les agences d'urbanisme aussi, en Centre-Val de Loire, qui ont fait des travaux équivalents à ce qui vient de nous être présenté sur de la cartographie des îlots de chaleur dans les territoires plus densément peuplés, pour aider finalement les décideurs publics à prioriser l'action. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre ces différents outils, ces différents acteurs et les porteurs de projets qui sont confrontés à la gestion de l'aménagement du territoire au quotidien notamment. Et donc, je passerai rapidement, mais on a aussi un volet sur le développement d'une zone test agricole pour aller vers le public agricole, pour essayer de concilier agriculture, qualité de l'eau et biodiversité. Mais je ne m'étalerai pas dessus, ce n'est pas l'objet du jour.
Pour réaliser tout ça, on va faire de la veille financière pour aussi faciliter l'accès au financement. Je vous l'ai dit, les agences dans leur globalité n'ont pas vocation à attribuer de financement, mais par contre, on est là pour aider à trouver les financements les plus adaptés au projet. Et ça, c'est un volet sur lequel on est vraiment sollicité parce qu'on voit bien que on s'y perd un petit peu et je suis ravi d'apprendre si la CDC élargit son outil pour la rénovation des cours d'école au volet, enfin, rénovation des écoles au volet cours d'école pour les porteurs de projets, ça peut faire du bien de voir une offre supplémentaire, surtout dans le contexte actuel. On va faire de l'appui technique et du conseil, ça je le développerai autour des exemples que j'évoquerai. Et il y a un gros axe que les agences développent aussi, ça va être la valorisation de retour d'expérience et on va être plusieurs ARB maintenant à avoir développé le dispositif du Biodiff Tour qui peut porter un nom différent, notamment en Normandie, qui est le DD Tour. C'est vraiment de la visite professionnelle entre collectivités et du technicien pour aller voir ce qu'ont pu faire les voisins, s'en inspirer, discuter aussi des difficultés rencontrées pour essayer voilà, de le décliner sur son propre territoire. Et c'est des visites à la demande qui fonctionnent plutôt bien, sur lesquels on a des bons retours, et c'est vraiment aller chercher l'expérience réussie chez les pairs pour pouvoir aussi développer ses propres projets. Et je vais finir rapidement sur les exemples d'accompagnement qu'on peut avoir en Centre-Val de Loire pour illustrer finalement les trois axes que je viens de vous présenter de manière théorique, avec la ville de Tours, par exemple, qui est un territoire reconnu, territoire engagé pour la nature, qu'on accompagne à ce titre notamment, qui a été élu meilleure grande ville 2025 pour le concours Capitale française de la biodiversité cette année. Notamment pour des problématiques justement de végétalisation des cours d'école, du lien entre la culture et la biodiversité, ou encore sur le développement de jardins gourmands et solidaires, où là l'idée c'est de transformer des espaces verts qui n'avaient aucune valeur écologique, qui étaient soit totalement imperméabilisés, soit des pelouses très entretenues, en potagers gérés par les agents communaux avec une vocation pédagogique qui font de l'accueil de scolaires. Là, on est au pied d'immeubles dans des quartiers prioritaires, notamment les rives du Cher, dans lesquels il y a un enjeu aussi de production et d'éducation à la cuisine pour reprendre le goût de la cuisine de ces légumes. Et il y a 10 tonnes de légumes qui sont produits chaque année dans ces jardins-là et qui sont transmis aussi à des associations qui aident les personnes en difficulté. Donc on est vraiment sur un lien entre la végétalisation, des supports de biodiversité, la pédagogie et aussi l'entraide dans ces quartiers. On va avoir un gros travail aussi sur cette commune autour de la végétalisation. Donc il y a eu des travaux réalisés notamment par l'agence d'urbanisme sur les îlots de chaleur et l'identification de points chauds sur lesquels agir prioritairement. Et c'est la photo que vous avez à droite en bas, à la place Pinguet, sur lequel des travaux importants de végétalisation ont été réalisés. Et l'apport de l'agence aujourd'hui a été surtout d'aider à trouver des financements, à apporter un regard technique sur ce projet-là, et maintenant à valoriser, à donner envie à d'autres de pouvoir réaliser la même chose dans ses propres communes. Autre exemple, sur la ville de Blois, là aussi un territoire reconnu engagé pour la nature. On a pu accompagner, valoriser des projets de la ville autour de la gestion de l'eau, notamment avec la requalification de la rue du Bourgneuf, bah, lors de la requalification de cette rue, des travaux ont été réalisés pour prendre en compte les enjeux de gestion de l'eau à la parcelle, faire en sorte que le maximum d'eau puisse être infiltrée malgré la pente dans la rue, et donc avec de la désimperméabilisation et de l'infiltration grâce à des pavés drainants notamment, tout en conservant des places de stationnement et en conservant surtout le patrimoine arboré existant pour lequel a été portée une attention assez forte pour maintenir les pieds d'arbres protégés pendant la phase travaux et leur redonner plus d'espace une fois les travaux livrés par rapport au fait qu'ils étaient assez contraints historiquement dans le trottoir. Et donc voilà, c'est des accompagnements sur lesquels nous, on peut apporter une petite expertise ou du conseil à la commune. Et il y a eu aussi un projet sur lequel on a aidé la ville à aller trouver des financements. C'est pour la création d'un parc en lieu et place d'une ancienne friche, où là, on était clairement dans un quartier sur lequel il y avait un déficit d'espace vert. Et donc, la commune a investi pour recréer ce parc-là avec des travaux de dépollution, de topographie aussi, pour pouvoir recréer un îlot de fraîcheur dans un quartier contraint à côté de la gare, pour ceux qui connaissent la ville de Blois. Autre expérience, la ville de Bourges, également reconnue territoire engagé pour la nature.
on a pu valoriser les travaux qu'ils ont menés sur l'éclairage public et la trame noire, notamment dans le cadre du Biodive Tour. Ils font partie d'une visite que l'on peut réaliser pour aller comprendre comment les collectivités, là je parlerai au pluriel parce que ça part du pays PETR qui a réalisé une étude trame noire avec le soutien du Muséum d'histoire naturelle sur le niveau de connaissance des colonies de chauves-souris sur le territoire, qui a été traduite, cette trame noire a été traduite dans le document d'urbain, dans le PLU intercommunal, et la ville de Bourges a mis en place des aménagements sur son éclairage pour pouvoir prendre en compte cette trame noire. Et donc, on peut découvrir tout le cheminement et les investissements réalisés sur ce territoire pour réduire l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité tout en conciliant les usages humains. Donc ça a été un gros travail sur la ville de Bourges. Et un autre exemple aussi, on parlait de rénovation des écoles, mais il y a des bailleurs sociaux aussi qui réalisent de la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, il y a eu un travail d'accompagnement pour maintenir des colonies de chauves-souris dans les bâtiments rénovés, où là, l'idée, ça a été de mettre en commun à la fois des supports techniques et surtout d'anticiper dans la phase de travaux. Il y a eu un gros travail, encore une fois, d'accompagnement par le Muséum d'histoire naturelle du bailleur pour voilà, ce résultat que vous avez de nichoir de gîte à chauve-souris totalement intégré à l'isolant qui permet de maintenir ces colonies de chauves-souris et la performance énergétique du bâtiment. Et pour finir, je voulais juste terminer aussi avec une autre échelle, l'agglomération de Montargis, également reconnue territoire engagé pour la nature, pour lequel on va avoir un apport à la fois sur des sujets de gestion d'inondation avec la création d'une zone d'expansion de crue en amont d'un écoquartier. Vous avez les photos sur la diapo. L'idée, ça a été d'un accompagnement de l'épage du loin et de l'agglomération sur la renaturation d'un cours d'eau avec la création d'une zone d'expansion de crue en amont du quartier qui était inondé, ou en tout cas qui était sur une zone inondable lors de son développement. L'écoquartier a été aussi redimensionné pour éviter la zone inondable au maximum et travailler l'infiltration de l'eau pluviale sur ce quartier. Donc on est par la gestion de l'infiltration, la renaturation, la place de la nature dans cet écoquartier sur un enjeu fort de végétalisation pour ben voilà, densifier la ville. Donc là, on n'est pas en extension urbaine, on est vraiment en cœur de ville, où l'agglomération a porté ce projet d'écoquartier, a bénéficié d'un appui, en tout cas de réseau de l'ARB, pour accompagner l'écriture du cahier des charges, etc. Et on se retrouve avec des solutions plutôt intéressantes, même si on aurait pu aller encore un peu plus loin, mais les réalités de terrain se rappellent souvent à nous. Je m'arrête là-dessus, c'était juste pour illustrer finalement les thématiques sur lesquelles les ARB peuvent être mobilisés au travers de notre expérience à nous, Centre-Val de Loire. Mais encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos ARB dans vos régions pour pouvoir travailler avec elles, si besoin, sur les sujets qui sont les vôtres et sur ces sujets de biodiversité et d'adaptation de nos territoires grâce aux solutions fondées sur la nature. J'espère avoir fait assez vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Quel partenariat j'ai vu avec Ville au Carré? En fait, on a travaillé, je vois dans les questions, dans le chat, on a travaillé avec l'ARB quand on a accompagné la région Centre-Val de Loire sur le projet le lab des transitions oxygène. Donc, on était partenaire dans ce cadre-là et ça nous permet, le fait d'avoir des liens préalables, bah, de pouvoir les mobiliser si on a nécessité, comme j'ai proposé à Benjamin aujourd'hui, et pour pouvoir aussi faire connaître l'ARB aux acteurs de la politique de la ville qui ne pensent pas obligatoirement qui peuvent être accompagnés dans ce cadre-là. Alors souvent, c'est pas, comme l'a expliqué Benjamin, c'est pas obligatoirement un accompagnement spécifique des quartiers, mais quand une ville, un quartier se trouve dans une ville qui est territoire engagé pour la nature, on leur précise qu'ils peuvent bénéficier de ces accompagnements. Il y a eu, par exemple, sur Bourges, des petites forêts urbaines dans les quartiers. Il y a des réflexions. Le jardin qu'on a vu, il se trouve en plein quartier prioritaire et l'alimentation. Je pense que la production est distribuée à des associations, hein, Oui, tout à fait, c'est ça. parce que la ville de Tours fait produire des légumes en faveur des associations caritatives, en fait, pour avoir des légumes frais en faveur des publics qu'on accompagne.
Donc voilà, nous, c'est surtout l'interconnaissance qui est le lien qu'on fait et de pouvoir se mobiliser et pouvoir donner les informations aux acteurs qu'on a et qu'ils puissent savoir que ben, l'ARB existe tout simplement et qu'ils peuvent avoir un accompagnement dans ce cadre-là. Pour Je ne compléter sais pas peut-être si j'ai ce que tu répondu. viens de dire, Elisabeth, je suis totalement Ouais. d'accord avec toi. On n'a pas quelque chose de formalisé ensemble, mais étant deux réseaux avec deux univers qui se connaissent peut-être pas encore assez, ça permet de faire des ponts pour arriver à sortir des projets communs pertinents. Et voilà, tout est aussi à développer et à renforcer. On intervient aussi, nous, pas mal avec les quartiers, enfin les petites villes de demain, villages d'avenir, beaucoup plus, parce que c'est plus récent et le réseau, voilà, au niveau des tissus urbains sont quand même beaucoup plus densifiés en termes d'ingénierie technique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà des acteurs qui travaillent les sujets que l'on porte nous, donc on ne va pas forcément systématiquement dessus. Mais s'il y a des besoins, on peut venir solliciter les ARB, et c'est tout l'objet de notre renforcement et nos échanges aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Y a-t-il d'autres questions via le chat ou directement en levant la main? Alors moi, j'avais une petite réaction parce que l'ARB permet de soutenir, alors c'est du droit commun et ça permet de soutenir ce qui peut se faire en quartier prioritaire. Et sur les cours d'école, sur les Hauts-de-France, on a aussi un appui renforcé des agences de l'eau, notamment notre agence de l'eau pour Partie, qui est intervenue et qui, elle, subventionne les projets de végétalisation s'il y a notamment infiltration des eaux. Donc ça peut aussi faire partie des structures, on va dire, du développement durable qu'on ne voit pas forcément au premier abord travailler dans un quartier prioritaire, mais qui pourtant sont des soutiens très utiles pour les politiques de transition qu'on va mettre en place sur les équipements ou sur les quartiers plus globalement. Alors, est-ce que vous avez d'autres interventions via le chat? Rien pour le moment. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces interventions. Tac, hop, je vois une notification. Alors, Laurence, tu souhaites prendre la parole directement pour poser la question? Oui, bonjour. C'était très intéressant, en tout cas l'ensemble du webinaire, mais c'est vrai, j'ai une question sur les ARB. Je me demande, effectivement, je pense que la question de l'appropriation locale, elle doit être assez enfin, à relever, parce que nous, on ne travaille pas beaucoup avec cette agence. Et par ailleurs, je me pose la question si les ARB se positionnent comme des acteurs de coordination des dispositifs régionaux. Ou en tout cas, quelle est sa position vis-à-vis de toutes les structures en fait, qui agissent dans ces politiques régionales. Je ne sais pas Si si je- je me suis... Ouais, c'est la Est-ce que, terminologie est-ce que, coordinateur territorial voilà, que je comprends pas trop. est-ce que vous êtes un coordinateur, en fait, à l'échelle de ces régions, des autres politiques nationales ou régionales qui s'y développent? On n'est pas missionné pour le faire, on n'a pas de lettre de mission dans ce cadre-là, mais le rôle des agences va vraiment être de faire réseau, c'est-à-dire que on va être là pour porter les enjeux, ce que je disais tout à l'heure, pour faire du lien aussi entre les politiques d'adaptation au changement climatique, par exemple, les enjeux de biodiversité. On développe beaucoup plus aussi de transversalité sur les politiques, notamment l'urbanisme favorable à la santé, que j'ai pas cité, qui est un enjeu majeur sur les territoires aussi aujourd'hui, avec un apport de l'ARS sur ces sujets-là. Notamment, on va intervenir auprès des politiques régionales. Je pense chez nous, c'est notamment la région qui a un outil de développement du territoire, d'aménagement de territoire, qui est signé avec les EPCI et les PETR. Sur lequel on est intervenu pour porter le volet adaptation, enfin pour enrichir plutôt le volet adaptation au changement climatique et préservation de la biodiversité. Donc on va intervenir, nous, au niveau des politiques publiques de cet ordre-là.
Par contre, s'il y a des acteurs qui font des choses sur le terrain et qui portent le même discours que nous au niveau local, je pense aux associations naturalistes, aux agences d'urbanisme pour ne citer que, bah, on va pas forcément avoir de plus-value, donc on va les laisser en place. Par contre, si des collectivités cherchent de l'information, cherchent des partenaires, ils peuvent venir vers nous et on peut soit répondre directement, soit les accompagner parce que ça va rentrer dans notre champ d'action, soit on va renvoyer vers le réseau local. J'ai pas évoqué du tout, mais il y a les CAUE aussi, qui sont des acteurs hyper importants dans nos départements, qui accompagnent sur des projets de cours d'école, donc plutôt territoires ruraux, vous me direz, mais en tout cas qui sont très présents aussi. Donc on va vraiment plutôt être facilitateur, liant, tête de réseau, je ne sais pas quel mot, mais le mot coordinateur me gêne un petit peu parce que voilà, j'ai l'impression que c'est plus formalisé quand on parle de Mhm. coordination, alors que nous, voilà, on est là pour faire du lien. J'espère que je réponds bien à la question. Oui, oui, parfaitement. Vous n'aimez pas le terme coordinateur. Ouais, pour moi, c'est trop connoté, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si les sujets vous intéressent, en Mhm. tout cas de biodiversité, et que vous n'avez pas les acteurs habituels déjà dans votre réseau, n'hésitez pas à vous tourner vers les ARB quand elles existent, qui pourront vous Mhm. renseigner, quoi qu'il arrive, soit porter elles-mêmes des aspects d'urbanisme ou de Mhm. solutions fondées sur la nature, par exemple, ou si on ne porte pas directement, on connaît les acteurs qui pourront vous accompagner ou des retours d'expérience aussi pour illustrer des actions. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à solliciter vos agences. Et petite question, justement pour savoir, il y a des agences qui existent, il y a des agences qui sont en cours de création sur d'autres territoires. Est-ce que au niveau national, il y a un réseau, un endroit où on peut savoir où en est son agence, son ARB, si elle n'est pas encore montée, si ça va pas tarder? Est-ce qu'il y a une coordination? Alors, je re-emploie le terme coordination, mais cette fois nationale, ou un réseau, ou des personnes qui sont susceptibles de nous aider quand on n'a pas d'ARB sur nos territoires. Oui, pour le coup, il y a une coordination nationale portée par Région de France et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, vu que ce sont les deux, on va dire, à l'origine de la création des agences. Donc on a, on va dire, je crois que c'est une fois par mois, des réunions entre directeurs avec l'OFB pour coordonner un petit peu des projets communs, aider à la structuration du réseau. Et après, on va pouvoir retrouver sur le site de l'OFB normalement un espace qui renvoie vers les ARB créés. On a aussi notre propre, on va dire, réseau indépendant des ARB pour porter des projets communs qui sont propres à notre structure où on reste des établissements indépendants, on va dire, en termes de gouvernance, notamment OFB Région. Donc on va avoir voilà, cette coordination qui s'effectue, et là, le terme me paraît totalement justifié à l'échelle nationale. Mais en tout cas, le plus simple pour trouver finalement l'ARB, ça reste les moteurs de recherche parce qu'on est toutes assez bien référencés. Merci beaucoup pour ces informations, ce qui nous rappelle le réseau national. Il y a quelques années, nous n'avions pas de réseau officiel, nous avions un réseau entre nous sans existence juridique, on va dire, et des noms différents de centres de ressources qui ne facilitaient pas les coordinations locales, mais nous nous améliorons progressivement. Et je tiens d'ailleurs à remercier Ulysse, que j'ai vu connecter, qui est notre coordinateur national et qui maintenant gère d'une main de maître notre coordination au niveau national. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos interventions. Alors le débat n'est pas clos, il y a encore pas mal de choses à étudier sur l'adaptation. Évidemment, c'était un premier webinaire pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les différents éléments qu'on connaissait ou qu'on souhaitait vous porter à connaissance. Le webinaire sera présent en replay avec les différentes ressources dont nous avons parlé sur la journée, les diaporamas, les liens vers les sites web et les différentes études. On vous prépare ça et on vous mettra tout en ligne sur le site de notre réseau. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher de votre centre de ressources au niveau régional ou départemental, justement pour qu'ils puissent soit faire le lien avec des acteurs de votre territoire qui vont traiter de la transition écologique, ou faire des liens avec d'autres régions qui pourraient avoir des solutions également à vous apporter, ou des compléments d'information à vous apporter. Et puis je tiens également à remercier de mon côté l'ensemble du groupe de travail transition écologique au sein de notre réseau, avec lequel nous avons encore de beaux projets
à vous présenter dans les prochaines semaines. Voilà, je tenais donc à vous remercier tous les intervenants, les centres de ressources et évidemment les participants pour votre participation et vos différentes questions. Et puis, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Une fin de journée, au Au revoir. revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. au revoir. Bonne soirée.